Lorsque j'accompagne des organisations dans leur transformation agile, j'aime bien utiliser le modèle de la roue agile. Ce modèle-là me permet d'éduquer mes clients sur qu'est-ce que c'est exactement une entreprise qui désire faire le virage. Ça me permet aussi de parler avec eux des raisons qui les poussent à choisir l'agilité, de aussi discuter des changements qui devront être opérés selon les différents secteurs de l'organisation, puis finalement de parler des différentes pratiques qui s'appliquent le mieux à ces différents secteurs-là. Donc, comment ça fonctionne le modèle? Bien, premièrement, j'explique ce que c'est une organisation en général. Une organisation offre des produits et services et pour les offrir, ont besoin probablement de processus et d'infrastructures. Infrastructures outils. Ce sont les gens d'opération qui vont offrir, servir ces produits et services-là et qui vont produire des résultats. La gouvernance, au regard de ces résultats-là, va suggérer des orientations. Mais plus souvent qu'autrement, pour être capable de s'aligner sur ces orientations-là, il va falloir modifier les produits et services ou les processus infrastructures soutenantes. C'est pour ça qu'on planifie des projets. Mais comme on a plusieurs idées, il faut gérer des priorités. Et si vous êtes une petite organisation, vous avez peut-être un chargé de projet pour faire ça ou un gestionnaire. Sinon, dans une plus grande organisation, on va parler du bureau de projet. Oups. On a corrigé ici le R. Donc, les projets travail. Éventuellement, on peut parler d'un retour sur investissement quand on est finalement prêt à faire sur investissement. Quand on peut parler d'une mise en service. Et ça va générer du changement auprès des opérations. On pourrait considérer qu'une organisation, qu'elle se dise traditionnelle ou agile, le modèle fonctionne. Ce qui va rendre votre organisation plus agile, c'est sa capacité à faire ce tour de roue-là plus rapidement. Plus vous êtes capable de le faire rapidement, plus je considère que votre organisation, elle est agile. Une organisation qui se dit agile n'a pas réussi à faire ça d'une manière binaire. Elle n'est pas passée d'un mode plus traditionnel et du jour au lendemain à un mode agile. Probablement qu'elle l'a fait dans une certaine amélioration continue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est de trouver où est le goulot d'étranglement. Qu'est-ce qui vous ralentit le plus dans ce cycle-là? Et une fois que ça c'est identifié, travailler son cycle, ça va augmenter de manière générale la performance de l'organisation. Et là, une fois que vous allez avoir vraiment résorbé ce goulot-là, probablement que votre goulot va se déplacer à un autre endroit. Et si vous êtes habile à observer les différents goulots de votre organisation et suivre la performance, quels sont les nouveaux goulots, vous allez être en mesure d'amener votre organisation de plus en plus vers des bénéfices agiles. Avant de poursuivre avec la description du modèle de la roue, c'est important de parler des raisons qui poussent à choisir l'agilité. Ici, j'ai répertorié ce qu'on trouve dans la littérature généralement sur pourquoi les gens choisissent l'agilité. Réduire le temps de mise en marché, augmenter la qualité des produits. Voyez-vous, déjà avec ces deux premiers-là, ça serait peut-être difficile de les obtenir en même temps dans le même ordre. Par exemple, si j'ai des grands problèmes de qualité, ça se peut que l'amélioration de ma qualité, dans un premier temps, réduise mon temps de mise en marché. Donc, d'être clair sur ce qu'on veut, dans quel ordre, peut avoir une incidence sur les attentes par rapport aux bénéfices obtenus. Je continue. Réduire le gaspillage, augmenter l'efficacité, augmenter la mobilisation et la communication. Ici, on a des exemples où j'ai vu des coachs agiles se concentrer sur l'amélioration de la dynamique humaine, ce qui est très bien, mais qui n'était peut-être pas l'attente des gestionnaires qui, par exemple, voulaient une amélioration du temps de mise en marché. D'être pas clair sur les parties prenantes versus les transformateurs, les responsables de la transformation, ça peut créer des attentes non comblées, là, où les coachs ont l'impression que l'agilité
fait son travail alors qu'il y a déception au niveau de la gouvernance. Donc, ça vaut la peine d'avoir cette discussion-là et d'être aligné sur nos intentions. Meilleure communication, augmenter l'utilité des produits et des services et ainsi la satisfaction de nos clients. Respecter le budget et l'échéancier, plus de flexibilité, battre la compétition. Adresser le risque, réduire la complexité, innover et résoudre des problèmes difficiles. Et les deux derniers ne sont pas tirés de la littérature, c'est des exemples de clients qui m'ont partagé pourquoi ils voulaient devenir agiles. Le premier, nous, on voudrait être plus agile pour gagner des contrats. J'adore quand les clients sont très clairs sur leurs intentions. Ça permet d'avoir une discussion sur pourquoi les clients sont insatisfaits. Qu'est-ce qui te fait penser que l'agilité va te donner un avantage compétitif? Même chose pour le prochain, rétablir notre réputation. J'avais un client, équipe TI à l'interne, les unités d'affaires ne voulaient plus faire affaire avec eux, préféraient travailler avec des gens à l'extérieur. On voudrait être agile pour être capable de regagner la confiance de nos unités d'affaires. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce que tu penses que l'agilité va t'apporter? Pourquoi tu penses que ça va résoudre ta problématique? Ça, c'est l'aspect très positif de la chose. On pourrait aussi aborder les raisons de choisir l'agilité d'un côté plus négatif, là, résoudre des symptômes. Ici, j'ai une liste de symptômes possibles. Nos phases de stabilisation sont trop longues ou instables. Nous avons trop d'anomalies répertoriées. Le projet tourne en rond. Nos ressources sont submergées. Nos gestionnaires semblent toujours surpris d'apprendre ce qui se passe dans les équipes de réalisation. Le client est peu ou pas disponible. Les gens s'attendent à tout avoir et ne gèrent aucune priorité. Donc, j'ai appelé ça l'argent, le beurre et l'argent du beurre ici. Et vous avez des clans qui s'affrontent. Là, vous manquez d'esprit d'équipe et vous aimeriez réduire la guerre des clans. En anglais, on appelle ça le us versus them. Là, réduire la guerre des clans qu'il pourrait y avoir dans votre organisation. Ce qui est important, c'est d'avoir la discussion. Vous pouvez vous inspirer de ces listes-là, mais un peu comme les deux derniers de la liste des raisons de choisir l'agilité, j'aime bien mieux quand on a notre propre langage et qu'on identifie précisément ce que nous, on aimerait voir s'améliorer. Ça donne de bien meilleurs résultats habituellement, mais en cas de panne, on peut toujours s'inspirer de cette liste-là. Une chose qui est très décevante, par contre, c'est quand je pose la question aux gens à qui on a demandé de faire la transformation, mais pourquoi vous opérez? Comment vous allez mesurer que l'agile a apporté ce que l'on recherchait et d'entendre qu'ils ne le savent pas. Probablement que c'est que le message n'a pas été passé en début de transformation ou qu'il n'a pas été répété en cours de transformation et les gens oublient les raisons de l'organisation d'être agile et là se concentrent à appliquer l'agilité plutôt qu'en tirer des bénéfices. Maintenant qu'on a identifié les raisons qui poussent à l'agilité et qui permettent d'aligner les gens vers la transformation d'une manière commune, là, on peut regarder qu'est-ce qu'il faut faire à chacun des secteurs de son organisation. Si on bloque plutôt ici, là, dans la gestion des priorités, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est briser ses besoins en plus petits morceaux. Si c'est que c'est difficile de livrer un petit morceau à cause que notre produit n'est pas assez souple, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est d'assouplir nos produits pour qu'on ait envie de les modifier continuellement. Et ici, j'ai rajouté dans le modèle là, le fait qu'on est dans l'hémisphère produit-projet et ici, on est plutôt dans l'hémisphère des processus. Donc, les techniques qui sont utilisées ici en produit-projet ne sont pas nécessairement les mêmes techniques utilisées du côté des opérations. Ici, vous visez des objectifs court terme. Ici, on vise des objectifs moyen-long terme. Donc, vous avez besoin d'améliorer votre réactivité puis d'améliorer votre rapidité à répondre à des demandes qui changent fréquemment. Et entre les deux, vous avez une certaine tension. La tension entre la créativité qui veut déployer des nouvelles fonctionnalités vers vos opérations fréquemment et des opérations qui, quand ça va bien, préféraient qu'on touche à rien. Donc ici, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est livrer fréquemment, mais dans la stabilité. Après ça, il y a toutes vos équipes de soutien qui vont devoir apprendre à aborder les situations d'une manière différente. Par exemple, la gouvernance devra apprendre à déléguer une certaine portion de son autorité pour que le système puisse prendre des décisions si elle s'attend à plus de fluidité ici, là, dans le cycle de la roue.
Les architectes, les concepteurs, les analystes, eux, devront apprendre à modéliser en continu plutôt que d'avoir une période préalable qu'on appelle l'analyse préliminaire, là, qui permet de vraiment réfléchir complètement sa solution avant d'en faire le développement. Les gens qui sont plutôt au bureau de projet, eux, ils devront apprendre à suivre le succès des projets d'une manière différente. Par exemple, la portée, si vous êtes prêt à faire des changements pour vous orienter sur la valeur plutôt que sur la portée, elle ne sera pas définie complètement dès le départ. Donc, si vous mesurez votre succès par une portée livrée complètement, ben, vous allez avoir de la difficulté à avoir un bon indicateur de performance. Donc, il faudrait peut-être être capable d'identifier la valeur de ce qu'on livre et de dire combien qu'on a livré de valeur jusqu'à maintenant. Et l'autre point qui est difficile, c'est celui du financement. Comme la portée n'est pas connue dès le départ, complètement en tout cas, ben, vous ne serez pas en mesure de précisément calculer le budget nécessaire pour y arriver. Donc, vous êtes peut-être mieux de financer un peu comme de la recherche et développement, de la R&D par tranche, ou de financer par enveloppe. Donc, je donne une première enveloppe, comme je pourrais faire avec une start-up, une entreprise jeune pousse, et je vérifie au regard des résultats que tu as réussi à livrer, si ça me plaît, ben, je te donne une autre enveloppe. Autrement, ben, j'arrête le financement de cette initiative-là. L'autre chose qui peut être amenée à se faire différemment, comme vous livrez fréquemment, vous ne pourrez pas faire autant des changements de grande envergure. Il faudra penser à de plus petits changements en continu. Donc, il y a des manières de traiter ça, la gestion du changement en continu avec l'Agile. Et finalement, mesurer les résultats de l'entreprise. En fait, ici, il faudrait faire attention de ne pas penser qu'il faudrait mesurer la maturité du modèle agile puis de vérifier qu'on applique bien les différentes méthodes ou pratiques agiles. Ça serait pas la bonne façon de mesurer, sachant que vous avez identifié les bénéfices qui vous ont poussé à choisir l'agilité. Moi, ce que je ferais, c'est une mesure de l'avancement vers ces bénéfices-là, de combien j'ai réussi à améliorer mon organisation. Et ça va vraiment permettre de mesurer que l'agilité fait son travail que la transformation agile apporte vraiment les bénéfices recherchés. Maintenant que les raisons de choisir l'agilité sont claires et qu'on sait les différentes transformations qu'il faut effectuer selon le secteur d'organisation, là, on peut parler des différentes pratiques agiles. Donc, quand vient le temps de parler de briser des besoins en plus petits morceaux, il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a le Lean Startup qui peut vous aider. Il y a aussi le Design Thinking, surtout si vous y prenez d'un parcours utilisateur à un autre. Il y a le Story Mapping. Dans le même esprit du Story Mapping, de voir les différents processus, il y aurait moyen d'utiliser le BPMN. Et évidemment, les User Stories sont aussi une bonne manière d'y arriver. Donc, toutes des techniques qui permettent de briser le besoin en plus petits morceaux. Et pour rendre le produit plus souple, bien là, ça va dépendre vraiment de quelle technique vous utilisez. Si vous utilisez du développement logiciel, bien là, vous allez utiliser des techniques qui sont vraiment liées à l'ingénierie logicielle. Si vous étiez dans un autre domaine, bien, il faudrait utiliser d'autres domaines. Mais les principes généraux sont que bien, il faudrait assurer une non-régression. S'assurer que plus vous avancez, bien, vous ne brisez pas le produit en construction. Donc, on pourrait parler de tests et dans la mesure du possible, ces tests-là devraient être automatisés pour éviter que le travail manuel devienne de plus en plus grand. Donc, des tests automatisés. Il faudrait aussi que plus d'individus soient en mesure de travailler sur de plus nombreux endroits de votre produit. Évitez d'avoir des spécialistes qui sont les seuls à pouvoir travailler certains modules. Donc, ici, on va parler d'une appropriation collective. Il faudrait aussi, le plus possible, séparer les considérations, c'est-à-dire éviter de multiplier les règles, des copies de vos règles d'affaires qui ferait que si vous deviez modifier une des règles, vous seriez obligé d'aller la modifier à plusieurs endroits. Donc, le mettre à un seul endroit, puis ça vous permet de la modifier de manière unique et ça va se répliquer sur le reste de votre produit. Donc, ici, séparer les considérations.
Et finalement, l'idée de faire le ménage fréquemment dans votre produit aussi, pour s'assurer que ce n'est pas désagréable d'y retourner et que le caractère flexible de votre produit soit conservé. Là. Si on commence à couper les coins ronds dans son ménage, il y a des sections de votre organisation ou de votre produit, excusez-moi, il y a des sections dans votre produit où ça va être beaucoup moins facile ou agréable d'aller travailler. Donc, il y a la notion, en logiciel, on appelle ça le remaniement de code, le refactoring, mais faire un ménage constant. Tout ça, vous allez retrouver ça dans des techniques de type Extreme Programming, de type Clean Code et de type Refactoring ici. Pour ce qui est de l'attention de livrer fréquemment vers les opérations, ce qu'on retrouve en Agile, c'est le DevOps. Le DevOps qui, en tout cas dans le monde de l'infrastructure logicielle, là, cherche à virtualiser au maximum. Moins on travaille avec des machines physiques, plus on a de chances que nos environnements soient très identiques. Et aussi essayer de ne pas faire le travail manuel de préparer ces infrastructures-là, mais qu'elles se créent par elles-mêmes. On parle d'infrastructure as code dans le DevOps. L'idée aussi que vous n'allez pas déployer quelque chose qui est brisé, donc vous allez réexécuter votre panoplie de tests, votre série de tests pour vous assurer que tout est bon et que tout ça se fasse rapidement, notamment pour être capable d'accepter une charge fluctuante. Là. Imaginez que vous êtes dans un produit de vente en ligne, vous voulez que dans les périodes de pointe, les machines se créent automatiquement pour s'occuper de cette charge grandissante-là. Mais en même temps, dans les périodes creuses, vous ne voulez pas nécessairement avoir autant de machines. Donc, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'automatisme. On transforme l'infrastructure en quelque chose qui est un petit peu plus unitaire, en quelque chose qui devient de plus en plus automatique et généralisé. Ça, c'est ce qu'on cherche à faire dans le DevOps. Pour ce qui est de la modélisation émergente, il y a Scott Handler qui a fait des travaux là-dessus dans les premières heures de l'agilité avec son Discipline Agile Delivery. Pour apprendre à tous les gens de conception, d'analyse, à faire une architecture, une modélisation d'architecture qui se fait de manière émergente. Puis, aussi introduit des rôles dans le cas du multi-équipe, l'architecte owner pour aider à ce qu'il y ait une uniformité là, dans cette modélisation-là au fur et à mesure. Là, ici, je parle d'architecture logicielle. C'était beaucoup la spécialité de Scott Handler. Les concepts qui sont décrits par Scott s'appliquent par contre dans tout le monde de la donnée aussi. On peut être des BI qui veulent des modèles très propres avant de démarrer ou des BI qui sont prêts à faire une modélisation en continu. Même chose pour l'expérience utilisateur, je les mettrais dans le même lot, le UX. On pourrait être de l'école de vouloir faire une analyse très détaillée de l'expérience utilisateur avant de se lancer, ou on peut la faire graduellement aussi. Donc, il y a d'autres corps de métier que l'architecte logiciel là, qui est influencé par ce mouvement-là. Pour ce qui est du bureau de projet, apprendre à travailler par la valeur, son portfolio, plutôt que par la portée. Ça, on va voir ça avec un Stream Value, une pratique qui est assez bien documentée dans le framework du SAFE. J'en parle un petit peu plus loin. Et pour ce qui est du financement graduel en continu, on appelle ça le seeding ou le financement des jeunes pousses. Donc, ici, le financement du seeding. Pour ce qui est de la délégation d'une certaine autorité, ça veut par conséquent suggérer qu'on va adopter plus la posture du servant leader, du servant leader, donc le servant leadership, parce que vous voulez solliciter plus d'autogestion. Il y a des coachs qui font la différence entre l'autogestion et l'auto-organisation. Moi, je trouve que c'est les mêmes concepts, là, j'en fais pas de différence. Et pour ce qui est des pratiques qui traitent de ça, c'est assez bien couvert dans les travaux d'Jürgen Appelo dans le Management 3.0. Pour ce qui est des changements continus,
il y a deux grandes pratiques qui peuvent être utiles. Premièrement, le Lean Change Management. Le Lean Change Management suggère que votre programme de gestion de changement soit traité un peu comme un carnet de produits. Donc, vous allez mettre les incidences les plus fortes en haut de votre carnet de produits, puis vous allez déployer des solutions à ces résistances-là au fur et à mesure. Regardez comment votre public cible réagit, puis au regard de leur réaction, vous allez décider de leur offrir encore d'autres moyens de mieux accepter le changement sur ces sujets-là, ou vous allez passer à vos prochains sujets. Donc, le Lean Change Management, qui se distingue d'une gestion de changement plus traditionnelle avec un programme complet à construire et que l'on déploie en une seule fois. Et sinon, il y a le Open Space Agility qui suggère que l'on va demander aux gens qui subissent le changement de créer eux-mêmes leur programme et ils vont le déployer d'une manière agile, pas aussi fréquemment qu'à tous les mois, comme on peut voir avec le Scrum ici, là. Mais, j'ai oublié de mentionner le Scrum, j'y reviens. Donc ici, l'Open Space Agility, les gens se font éduquer sur le changement, les raisons du changement, se font éduquer sur ce que l'on cherche à mettre en œuvre, vont eux-mêmes créer le programme de gestion de changement et ils vont le mettre en place et on va vérifier qu'ils y arrivent à coup de trimestre, par exemple. Et donc ici, c'est un changement par les gens qui vont subir le changement. Ici, pour ce qui est d'améliorer le débit de livraison puis d'être très réactif, réactif à une fréquence aussi grande que quotidiennement, on va parler du Lean. En Agile, on parle un peu moins du Lean Six Sigma, quoique ça s'appliquerait bien. On a d'autres saveurs là, du Lean qui sont un petit peu plus orientées avec un discours des équipes de service plutôt que du manufacturier. On va parler ici du Scrumban, mais encore plus du Kanban. Et ici, je l'oubliais, là, on a le Scrum en plein centre de découper ses besoins en plus petits morceaux et rendre son produit plus souple. Le Scrum, un cadre qui vous permet de livrer des produits en petits morceaux là, et qui prévoit une place ici pour le Product Owner pour faire son découpage et une place pour les développeurs pour assouplir et assurer la qualité de produit, mais un cadre qui permet de déployer des petits morceaux de produits, principalement dans un contexte d'incertitude. Il me reste deux points à parler. Premièrement, comment on fait pour mesurer les résultats. J'ai déjà mentionné précédemment qu'on ne devrait pas mesurer qu'on applique bien les méthodes agiles, mais plutôt qu'on retire les bénéfices recherchés. Il y a deux pratiques qui se concentrent sur ces aspects-là. Premièrement, le Impact Mapping. Sauf que le Impact Mapping, ce n'est pas vraiment une pratique, c'est plutôt un principe ou un concept. Je vais l'écrire ici. Une pratique qui est plus élaboré, là, c'est le Evidence-Based Management. Et finalement, on ne peut pas passer à côté de l'agilité à grande échelle. L'agilité à grande échelle qui suggère de livrer des produits comme un programme à plusieurs équipes et non pas une seule. Des fois, on en a besoin. Hein. Donc, il y a des coachs qui se sont concentrés à juste adapter le cadre Scrum pour le rendre compatible à de multiples équipes. On parle de Scrum ici, mais du Scrum documenté, là. Il y a Craig Larman qui nous a proposé le LESS et il y a Ken Schwaber qui nous a proposé le Nexus. Il y a des choses intéressantes qui sont dites dans le Discipline Agile Delivery de Scott Embler, qui lui voit un rôle plus grand pour des gens comme les architectes. Ici, je vais écrire l'acronyme, Discipline Agile Delivery. Sinon, il y a Dean Leffingwell qui suggère qu'à multiples équipes, on devrait passer de la gestion du portfolio jusqu'à la livraison. Et ça, c'est le Scale Agile Framework for Enterprise, le SAFE. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont utilisées lorsque vous travaillez à multiples équipes là, sur les mêmes produits. Remarquez comment l'agilité à l'échelle se concentre sur l'hémisphère du produit-projet. Lorsqu'on veut améliorer ce qui se passe dans l'autre hémisphère, c'est vraiment le Lean qui est notre meilleure boîte à outils là, pour y arriver. Donc, plusieurs termes. J'ai quand même pas nommé toutes les pratiques agiles qui existent.
Craig Smith, dans une de ses conférences, suggérait qu'il en avait, lui, en avait recensé 41 pratiques agiles. Moi, je limite quand même le nombre de pratiques, mais pour montrer que chacune des pratiques ne sont pas nécessairement à déployer à tous les endroits de votre organisation. Il y a des choses différentes à faire selon l'endroit où vous essayez d'amener plus d'agilité. Donc, de dire que Scrum a bien fonctionné dans le développement de votre produit ne veut pas dire que Scrum est la bonne chose à faire dans vos équipes de service qui sont plus dans un mode d'opération. Et le Scrum ne va pas nécessairement donner un avantage à des gens qui sont des équipes de soutien. Ils ont d'autres choses à apprendre, des choses agiles de soutien à apprendre, pas nécessairement une méthode de livraison. Ce ne sont pas nécessairement des gens de livraison. Donc, si je combine tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, si on commence par comprendre quelle est notre organisation, identifier les endroits où ça bloque, que j'ai appelé goulot d'étranglement, de bien identifier les raisons qui nous poussent à l'agilité pour aligner les gens vers les bénéfices de la transformation. Après ça, on peut parler des différentes pratiques et là, travailler les pratiques, vérifier que le goulot se résorbe, que notre bénéfice s'obtient mieux que précédemment et là, de cette façon-là, en amélioration continue, rendre notre organisation de plus en plus agile.